Alors déjà, merci pour cette invitation. Moi, je suis toujours passionné par ce type d'échange et donc c'est vraiment volontiers que je participe à ce webinaire. Comme j'ai pu participer, comme tu l'as dit, au Dutank depuis quelques mois sur ce sujet. Alors, premier point, l'URSSAF, je pense que tout le monde connaît, c'est un organisme régalien de notre protection sociale. L'objectif étant évidemment de financer la protection sociale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire des systèmes d'information spécifiques. On est un peu les seuls au monde à faire notre métier. Et donc, du coup, on ne peut pas acheter des logiciels sur étagère, et donc on doit développer nos propres logiciels métiers, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'appuie pas sur des composants technologiques, évidemment, du marché, où on y reviendra tout à l'heure, plutôt open source. Donc aujourd'hui, le contexte est celui-là, donc des enjeux qui sont assez critiques, puisque le financement de la protection sociale, en tout cas tel qu'il existe depuis 1945, il repose sur les cotisations sociales des entreprises, des travailleurs indépendants, des particuliers employeurs. Donc nous, on a ce rôle de collecte. On a ensuite un rôle derrière de gestion de la trésorerie du régime général de la sécurité sociale. Et enfin, le reversement vers les 800 attributaires, en fait, qui composent tout l'écosystème, qui ensuite servent des prestations à des usagers et à des citoyens. Donc, un système d'information qui est relativement critique, avec des développements qui sont les nôtres, mais aussi un système d'information qui s'appuie sur une histoire, un patrimoine, et qu'il faut faire évoluer avec toutes les contraintes et avec toutes les évolutions technologiques, évidemment, comme tout le monde, auxquelles on doit faire face. Alors, dans ce contexte-là, le sujet de la dépendance numérique est évidemment un sujet très important. Alors, je dirais que pour ce qui nous concerne, ce n'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui ou de l'élection de Trump ou de phénomènes récents, puisque quand je regarde un peu en arrière, qu'est-ce que je constate? C'est que depuis les années 2000, avant, nous, on avait un système cœur de métier qui s'appelait le SNV2, qui était un système legacy, mainframe, avec la totale, de l'IBM, de l'Oracle, des mainframes donc en dur, des systèmes transactionnels en dur, etc. Donc la première étape, nous, ça a été de sortir de ça. Sortir de ça, c'était donc aller vers déjà des systèmes Linux, x86 virtualisés, et sur lesquels on puisse continuer à faire tourner nos logiciels. C'est ce qui a été fait donc, au début des années 2000. C'était déjà un pas important. Mais ensuite, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait quand même une dépendance forte sur des logiciels composants, des composants logiciels, on va dire ça, des composants techniques, type notamment SGBD, sur lesquels on avait une dépendance importante, et on s'est rendu compte au fur et à mesure des renouvellements de nos différents contrats qu'on n'était plus maître de notre destin sur ce sujet-là. Alors, à plusieurs niveaux. Alors, pour les logiciels implémentés en on-premise dans nos infrastructures, c'était plutôt des sujets de coût. Pour les logiciels consommés en mode SaaS, c'était aussi des questions de coût, mais aussi des questions de protection des données en fonction des différents clouds auxquels on avait affaire. Donc, notre stratégie, Sylvain, pour répondre à ta question de départ, c'est de dire, oui, une conscientisation très forte de la dépendance et de la nécessité de diminuer cette dépendance. Et pour ça, il faut une stratégie. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va peut-être parler un peu plus de la sortie des éditeurs captifs, mais pour moi, cette stratégie, elle se fonde sur plusieurs piliers. Elle repose à la fois sur la conscientisation de l'ensemble de l'entreprise aux aspects d'indépendance numérique, sinon ça ne se fait pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire aussi bien les métiers, les directions, que le COMEX, que l'ensemble des parties prenantes, tu l'as dit, sur ce sujet-là. Le deuxième point, qui est pour nous un peu culturel, c'est un ADN open source quand même très engagé, très affirmé depuis des années, qui nous aide, parce que quand on cherche des alternatives à des composants technologiques du commerce, qu'on souhaite diminuer sa dépendance, bien souvent, on se tourne vers ce type d'approche, approche open source. Alors, donc, encore une attention, open source, ça ne veut pas dire forcément le logiciel libre, mais ça peut être de l'open source managé avec des contrats. Mais pour autant, ça permet de se dire qu'on peut toujours faire jouer sur de la réversibilité, et on sera toujours dans une logique où, quand on va adopter un logiciel open source supporté par un éditeur,
eh bien, on ne prendra pas d'options qui nous mettent dans une situation de vendor lock-in et qui ne nous permet pas de faire une réversibilité. Donc ça fait partie des guidelines qu'on va avoir lorsqu'on va s'appuyer sur des logiciels open source. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est évidemment une approche autour de la sortie, c'est-à-dire des projets volontaristes que l'on va engager et qui nous permettent de sortir de certaines situations dans lesquelles on est en dépendance forte et qui nous mettent en risque, compte tenu de la criticité de ce qu'on gère. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que tout ça se fait, pendant que tout ça se fait, la vente continue et qu'on a nos projets, qu'on a nos enjeux, qu'on a un certain nombre de choses critiques à gérer. Et donc, il faut arriver à trouver la bonne trajectoire qui va permettre, dans le temps, de pouvoir aller vers cette moindre dépendance. Et j'ajouterai un dernier point en termes de piliers, qu'on en a aussi un qu'on développe depuis un certain temps, qui est une stratégie de cloud privé, cloud de confiance, avec des couches IaaS et PaaS que nous avons développées et que nous partageons maintenant avec un écosystème qui est celui de la protection sociale, puisque nous sommes en train de développer un cloud communautaire avec une sphère de confiance pour l'ensemble des acteurs de la communauté, de manière à avoir vraiment, je dirais, à 360, en fait, pouvoir couvrir les aspects qui vont nous guider vers plus de souveraineté. Voilà, j'étais un peu long sur cette introduction. Non, mais je ne sais pas si mon micro est meilleur ou pas. Pareil. C'est pas top, mais bon. Je voulais revenir avec toi quand même sur un sujet qui est le rôle du DSI, parce que là tu me parles du COMEX. En fait, tu estimes, parce qu'on a beaucoup d'organisations, on va dire que la partie maîtrise des dépendances dans le périmètre de la DSI, une sensibilité du COMEX. Où est-ce que commence ton rôle par rapport à ça, où est la responsabilité d'un COMEX par rapport au sujet du numérique, qui est quand même pas toujours compris au niveau des enjeux par rapport à une organisation au niveau de la direction? Alors, si tu veux, moi j'ai une chance, c'est que je fais partie du COMEX. Donc déjà, c'est pas forcément le cas de tous les DSI, mais en tout cas, c'est mon cas depuis toujours, parce que compte tenu des systèmes d'information dans une organisation telle que la nôtre, c'est vraiment un rôle essentiel, puisqu'en fait, tout est basé sur les systèmes d'information. C'est le cœur de métier. Donc moi, j'ai cette chance-là, et donc j'essaye d'en user et d'en abuser, en fait, pour pouvoir apporter mes sujets. Et mes sujets, alors, évidemment, c'est l'alignement au métier par rapport aux enjeux stratégiques du métier, mais c'est aussi une acculturation technologique et une acculturation autour justement de ce sujet des dépendances. Donc moi, très tôt, j'ai abordé ces sujets. J'ai même organisé un séminaire COMEX sur la thématique de la dépendance. Alors, je pense que moi, je suis responsable de toute la partie financière de l'IT. Donc là-dessus, c'est pas forcément évident de les sensibiliser, puisqu'en fait, j'arbitre entre moi et moi, concrètement. Mais par contre, là où il y a une sensibilité qui est assez forte, c'est évidemment sur la protection des données. Donc, je pense que c'est important. Et ensuite, j'utilise un argument qui me semble pouvoir fonctionner au niveau du COMEX sur le sujet financier, qui est de dire tout cet argent que je mets de plus en plus vis-à-vis des éditeurs avec des solutions captives, avec des augmentations de 20% à chaque renouvellement, c'est de l'argent en moins que je veux mettre sur des évolutions métiers. Que concrètement, j'ai un budget qui est fini, que je négocie pour 5 ans, au travers d'une convention que je signe avec l'État et d'un schéma directeur. Et donc, à chaque fois dans ce budget, clairement, il est fini. Donc, tout ce que je mets à gauche, je ne peux pas le mettre à droite. Or, si tu veux avoir de la valeur métier dans ce que je fais, ce n'est pas en payant plus cher du Microsoft que je vais apporter de la valeur métier. Je ne pense pas. En tout cas, et donc, je suis capable d'apporter de la valeur métier. Je suis capable de travailler sur de l'IA, sur de la technologie, sur l'évolution des applications. Mais pour ça, il faut que j'ai un tout petit peu de budget pour le faire. Et or, cette partie de mon budget se restreint. Donc, c'est comme ça que je sensibilise le COMEX, en fait, sur ces sujets-là. Et donc, je te propose de rentrer un peu dans le vif du sujet, sur ta feuille de route autour du sujet de maîtrise des dépendances. Donc, et en complétant, parce que la dimension économique est un driver déterminant, et cette maîtrise des dépendances, on aurait pu imaginer que aussi, il faut d'avoir une capacité de plateformisation, de plus d'efficience avec des acteurs qui te proposent une approche plateforme tout en un. Enfin, aussi un arbitrage que tu n'as pas fait. Enfin, là, tu l'as expliqué, tu as un legacy, vous avez beaucoup de besoins propres, mais le curseur de se dire je vais vers une plateforme qui va me rendre le service et qui va être technologiquement meilleure
slash quelque chose que je vais arbitrer qui va être peut-être moins efficient mais plus dépendant. Enfin, est-ce que où est-ce que tu as mis le curseur sur ces sujets-là en amont, sur la dimension plus stratégique en fait? Alors honnêtement, Sylvain, quand je te parle d'un composant base de données, c'est l'utilisateur final, il s'en fout de savoir si tu fais du Oracle, du SQL ou du PostgreSQL ou autre chose, parce que c'est vraiment des composants qui sont complètement cachés, donc pas vus. Donc là-dessus, j'ai pas grand monde j'ai du monde à convaincre sur le plan financier et sur le ROI, mais j'ai pas grand monde à convaincre sur le plan métier. Après, quand tu montes un peu dans les couches métiers, en effet, la question se pose. Sachant que moi, j'ai plutôt attaqué par les couches basses, qui me coûtent une blinde quand même, hein. Donc, j'ai commencé par attaquer par les couches basses. Maintenant, les questions se posent de plus en plus sur des logiciels métiers, ou plutôt des logiciels qui vont me permettre notamment d'exploiter la data. Et j'en fais une opportunité. C'est-à-dire que, par exemple, sur toute la logique BI, décisionnelle, etc., on était sur des produits commerciaux plutôt legacy, hein. On a du SaaS, du TIBCO, du Power BI aussi pour la data vise. On va avoir des logiciels d'ETL de type DataStage, du Cognos, enfin tout un tas d'outils IBM ou autres d'ailleurs, hein, qui servent à faire de la data. Moi, ce que je propose à mes directions métiers et à mes utilisateurs, c'est de dire on a besoin de progresser sur une vision transverse de la data. Il faut qu'on se modernise et qu'on couple ça avec de l'IA, parce qu'à l'URSSAF, on a un gisement de données qui est juste monstrueux et on doit pouvoir en faire des choses exceptionnelles si on le fait bien. Pour ça, ma proposition, c'est de rentrer dans une logique où je construis ce qu'on appelle une data fabrique et je vais la baser entièrement sur des logiciels open source, et du coup, je vais dégager à la fois les logiciels captifs et en même temps apporter de la valeur métier, parce qu'il faut quand même que j'en apporte un minimum, et c'est le but, c'est de dire il faut que je serve tous les intérêts par rapport à ça. Et justement, on va encore une fois, je vais rentrer à la feuille de route, mais malgré tout, tes métiers, ils viennent pas que de l'URSSAF, ils ont d'autres expériences. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de l'accompagnement au changement, est-ce que tu vas aussi avoir une problématique culturelle autour de ça qui fait qu'à un moment donné, les équipes vont être plus ou moins motivées à accompagner ce type de feuille de route? Alors, il y a deux types de, je dirais, de personnes à qui je m'adresse. Il y a les utilisateurs finaux, ou métiers, ou utilisateurs dans les organismes. Eux, alors ils ne vont pas être très sensibles aux composants technologiques qu'on va mettre en œuvre dès lors qu'on offre le service et qu'il y a un confort suffisant pour pouvoir le faire. Globalement, ceux-là, il faut les accompagner. Mais je dirais que ce n'est pas forcément la partie difficile, sauf quand on va attaquer des produits de suite collaborative ou bureautique, où là, c'est clair, il y a quand même une habitude qui s'est prise très rapidement. Moi, avant le Covid, j'étais pas Microsoft sur les outils collaboratifs. Au moment du Covid, j'ai basculé. Et l'adoption a été juste monstrueuse. C'est-à-dire qu'en fait, en quelques mois, les gens ne pouvaient plus en passer. Et on se rend compte à quel point ces boîtes-là ont une capacité à pouvoir, une capacité marketing et puis de qualité de produit qui permet en effet d'accoutumer, c'est un peu comme une drogue, d'accoutumer les gens à ce type de produit. Créer une vraie addiction. Ouais, je cherchais le mot, tu as raison, c'est l'addiction. Et en fait, là, clairement, parce que là, je suis en train de m'y attaquer à ce sujet-là, mais je ne peux pas dire que je suis très avancé, mais pour autant, je sais que c'est une de mes cibles importantes. Et là, pour le coup, il y a un accompagnement énorme à imaginer. Il faut que les gens soient sensibilisés. Alors, parce qu'on sait très bien que tout ce qu'on va trouver demain, ça ne sera pas forcément aussi bien intégré, ça ne sera pas forcément avec une telle évolutivité, de telle fonctionnalité. Et donc, de toute façon, il va falloir qu'on l'accompagne, sachant que, évidemment, les utilisateurs, quand tu prends un Office 365, je ne suis pas certain, en tout cas, pour 80% des gens, je ne suis pas sûr qu'ils utilisent 20% des fonctionnalités. Donc, il y a ça aussi. Donc, il faut accompagner, il faut expliquer pourquoi. Et donc, je pense qu'il y a un aspect très important. Après, il y a mes propres informaticiens, c'est-à-dire mes équipes. Pas forcément, moi, j'ai des spécialistes VMware depuis des années qui manipulent ça de manière hyper à l'aise, etc., qui adorent ce produit. Tout le monde me dit à quel point c'est un bon produit. Quand tu vas leur dire, on va lâcher ça et on va passer sur OpenStack ou sur autre chose, pas forcément évident. Donc, il y a aussi un accompagnement interne vis-à-vis des équipes et leur faire comprendre pourquoi on veut faire ça et quel sens on met derrière tout ça. Donc, je pense que moi, je ne demande pas à mes équipes simplement
vire-moi VMware et tais-toi, mais c'est vraiment, je le fais rentrer dans le projet et je lui explique pourquoi et je cherche à avoir son adhésion aussi pour qu'il le fasse encore mieux. Alors, je t'en propose de repartager un peu, dans le cadre notamment de nos travaux, mais ta feuille de route globale autour de ce genre de métier de dépenses, parce que, comme tu as dit, tu as embarqué l'ensemble des parties prenantes de ton organisation. Et bon, encore une fois, il y a beaucoup de projets qui ont été portés. Vous savez, enfin, dans le cadre de ces 6 mois, on a quasiment fait 13 réunions. On a eu accès à tes équipes d'achat, techniques. Enfin, on voit qu'il y a une vraie gouvernance stratégique autour de ces sujets. Et ça, déjà, moi, je t'en félicite parce qu'il y a un vrai. Et puis ta contribution à vouloir partager cette expérience est intéressante et passionnante. On l'a vécu dans d'autres organisations, mais le fait de communiquer pas autant. Donc, quels sont bon, tu as eu quelques cas d'école que tu nous as partagés dans le cadre de ces travaux, notamment autour d'Oracle, avec une situation un peu de déséquilibre commercial, avec des audits qui t'ont un peu poussé à engager des vraies stratégies de sortie. Est-ce que tu peux partager avec nous ces feuilles de route, dans quelle durée elles s'inscrivent et comment tu arrives à gérer aussi à y mettre des moyens, équipe, budget autour de tout ça? Oui, alors, comme je te l'ai dit, la stratégie, elle date de loin, elle vient de loin. On avait cette conscience qu'il fallait être dans une logique où il fallait, compte tenu du rôle que joue l'URSSAF, il fallait qu'on soit dans une moindre dépendance. Ensuite, en effet, il y a eu un petit coup d'accélérateur au moment de négociation avec Oracle, en effet, qui ne s'est pas bien passé, où on était contraint de prendre un ULA, sinon on allait payer des amendes monstrueuses, soi-disant, parce qu'on était en non-conformité, ce qui est, voilà, on connaît tous la façon dont Oracle traite ces sujets de conformité, donc je ne vais pas y revenir, mais en tout cas, je suis arrivé à un stade où j'ai dit à Oracle, je renouvelle mon dernier ULA, mais ce sera le dernier. Ça sera le dernier. Il y a eu une prise de conscience à ce moment-là. J'ai dit, je me suis engagé vis-à-vis de ma direction, vis-à-vis d'Oracle aussi, en disant, c'est la dernière fois qu'on se voit pour traiter d'un sujet commercial. Donc je jouais gros, parce que je n'étais pas complètement sûr de mon coup, mais enfin. Et donc là, j'ai lancé un projet où j'ai mobilisé toute la DSI en disant, vous avez 2 ans pour sortir. Donc je leur ai donné une échéance, ce qu'ils ont fait. Alors c'est un projet qui a coûté, il y a un investissement, je peux le donner parce qu'à la limite, je n'ai pas de raison de donner des secrets. Ça m'a coûté un peu plus de 4 millions pour mener bien ce projet de sortie d'Oracle. Oracle, je payais 3 millions par an de souscription. Donc, bon, le calcul est vite fait. Pour autant, c'est vrai que c'était un sujet quand même qui était un peu casse-gueule parce que quelque part, tout l'ensemble de nos assets derrière, ce sont des bases Oracle. C'était des bases Oracle. Donc, on avait quand même une grande maîtrise du logiciel qu'on a utilisé à la place, qui est PostgreSQL. On avait une grande maîtrise par ailleurs. Donc, c'est pas tellement le côté technologique, moi, qui m'a fait peur, même si on a eu évidemment beaucoup de travaux, d'expérimentation, de POC dans tous les sens, de vérification. Mais j'avais quand même, moi, je leur avais dit, 1, il y a une contrainte de date. 2, il y a une contrainte de performance. C'est-à-dire qu'à minima, ce que je veux que la solution de remplacement ait des performances identiques à celles que j'ai aujourd'hui avec Oracle, voire meilleures si possible. Sachant qu'il y a des enjeux très importants chez nous, puisqu'on a des batchs qui tournent la nuit, il faut qu'ils s'arrêtent avant l'ouverture des services le matin, etc. C'est une des organisations qui gère le plus gros flux financier, je crois, en transactionnel, enfin financier en France. Nous, c'est 600 milliards d'euros en gros, par an qui sont collectés, et on va dire 625 qui sont reversés, puisque vous savez qu'il y a le trou de la Sécu, donc forcément, on en redonne plus qu'on en collecte. mais globalement, oui, donc des enjeux critiques, forcément, sur lesquels il faut aller faire attention. Et je dirais que, par exemple, sur ce projet-là, moi, ce qui m'a frappé, ce qui a été c'est pas tellement les aspects technologiques qui se sont plutôt bien passés. On a même optimisé les perfs. Ça nous a permis de nous replonger vraiment dans le code de nos applicatifs legacy et de les améliorer. Donc là-dessus, ça a été plutôt. Et il n'y avait pas d'IA à l'époque. Non, il n'y avait pas d'IA, non. Non, on a fait tout ça à la main. Mais par contre, la non-régression, les tests de non-régression, ça a été monstrueux. C'est-à-dire qu'on est passé par des phases de tests très longues sur lesquelles on a dû tout vérifier. Il y a des calculs, nous, évidemment. Comme tu dis, il y a de la finance. On ne peut pas se permettre de se planter. Donc, on a eu énormément de phases de tests de non-régression. On a commencé mollo, on a fait ça avec un pilote. Puis ensuite, on a fait des vagues de migration
Parce qu'en fait, le système en question, qui est le CNV2, hein, c'est un système régional. Donc, en fait, région par région, on a commencé à migrer progressivement l'ensemble des URSSAF qui étaient concernés. Donc voilà, ça a pris 2 ans. C'est pas court, mais c'est pas long non plus. Enfin, moi, je voulais pas qu'on bâcle ce sujet-là. Et puis, ça nous a permis de sortir à peu près 90% de notre parc Oracle. Il en reste un petit peu parce qu'on a des progiciels, par exemple, qui tournent sur de l'Oracle et on n'a pas trop le choix parce qu'on est obligé. Et du coup, on passe par des contrats de maintenance avec des tiers mainteneurs pour ces quelques bases qui nous restent, sur lesquelles, mais qui n'ont rien à voir sur le plan des coûts avec les contrats qu'on avait directement avec Oracle. Donc ça, c'est un exemple, Sylvain, où on a fait la même chose avec SAS, par exemple. Et pour des contraintes aussi d'évolution de modèle de licence, de négo commercial qui était pas équilibré. En fait, là, si je prends le cas de SAS, SAS nous poussait, plus que pousser, en fait, nous obligeait à passer dans son modèle cloud qui était VAIA, qui était un modèle qui ne nous convenait pas parce que nous, on traite. Je rappelle, l'URSSAF, c'est les données de revenus de l'ensemble de la population française, en gros, les salaires, les revenus. Et donc, mettre ça dans le cloud, nous, dans un cloud public, c'était hors de question. C'était un cloud public. Et donc, non seulement, en plus, en faisant ça, on multipliait par 2 les coûts. Donc, non seulement, c'était pas envisageable, donc pour moi, c'était pas possible. Donc, on a fait une migration également en 2 temps, là. Mais je pourrais en parler si tu veux, mais on a fait une migration en 2 temps, avec 2 étapes, en fait, sur SAS. Sachant que, là, je dirais qu'à la limite, la population concernée est moins importante. Mais par contre, ce sont des hyper spécialistes. C'est-à-dire que ce sont des gens, les statisticiens qui font du SAS, c'est des gens qui ont appris ça à l'école et qui en ont fait toute leur vie. Et donc, leur demander de sortir de ça, il y a un accompagnement qui est vraiment très important vis-à-vis de ces populations qui sont des spécialistes. Je dirais que c'est là-dessus qu'on a dû plus travailler. Techniquement, ça n'a pas été compliqué parce qu'en fait, on a fait une première phase où on a migré vers un langage compatible SAS qui est SLC Altair, et une deuxième phase de réécriture en Python et en R. De manière à ce que ce soit progressif. C'est-à-dire que dans la phase sur le logiciel SLC, on restait dans notre contexte, nos environnements, etc., et donc dans un environnement relativement maîtrisé par les statisticiens, mais chez nous, pas dans le cloud. Et ensuite, progressivement, il nous en reste encore un peu à réécrire. On réécrit tout en Python R. Sur ces projets, vous étiez aidé par des partenaires aujourd'hui ? Alors, traditionnellement, nous, on a toujours une forte externalisation sur tout ce qui est développement et technologie. Donc, oui, mais c'est nos marchés classiques qu'on utilise. Et oui, donc, je dirais les grands du marché étaient à 2 côtés. Pardon. Aujourd'hui, dans l'ensemble de cette trajectoire sur la maîtrise des dépendances, est-ce que elle est pilotée comment aujourd'hui ? Est-ce que tu as réussi à inscrire un plan global aujourd'hui où il y a des et ta feuille de route autour de ça ? Qu'est-ce que tu peux nous en partager aujourd'hui ? Alors, ça fait partie de la feuille de route stratégique. S'il y a des éléments clés de la feuille de route stratégique, dans ma feuille de route stratégique, j'ai des éléments d'alignement par rapport aux objectifs métiers. J'ai des éléments d'évolution technologique, des éléments cyber, etc. Et j'ai sorti des dépendances, souveraineté en gros, qui est un chapitre à part entière, et dans lequel j'ai inscrit plusieurs étapes des fameux piliers que j'évoquais tout à l'heure, open source, sortie des éditeurs captifs, cloud privé, qui pour moi sont les 3 piliers sur lesquels je dois forcément faire reposer ce que je vais choisir, ce que je vais faire. Voilà. Et j'ai évoqué en introduction le sujet VMware Broadcom, qui reste un sujet à l'échelle d'une organisation comme la tienne, avec beaucoup d'infrastructures d'hébergement aujourd'hui. Donc ça, c'est une feuille de route. Et puis d'autres acteurs dominants qui, notamment autour du collaboratif, qui reste aussi un sujet d'appel au marché en termes d'attente, parce qu'aujourd'hui, le sujet des acteurs un peu à l'échelle industrielle pour intervenir sur le collaboratif reste aussi, il n'y a pas de réponse nécessairement de 1 pour 1 aujourd'hui, quoi. Des 2 acteurs, que ce soit VMware ou Microsoft, vous avez un état des lieux. Qu'est-ce que tu peux nous en partager sur tes convictions ? Oui. Alors, forcément, ça fait partie des éléments clés de l'avenir, de notre trajectoire de sortie des dépendances.
Les deux que tu viens de citer, évidemment, même plus, hein, il y en a d'autres, hein, parce qu'on a aussi beaucoup de Citrix chez nous, notamment parce qu'on virtualise toutes nos applications et du coup, pour les utilisateurs finaux, ils ont des clients Citrix et ils activent nos applications et donc on est en train de webiser tout pour pouvoir en sortir. Concernant VMware, bah oui, c'est un des sujets très complexes qu'on a attaqué il y a à peu près un peu moins d'un an, avec un objectif, alors là, pour le moment, je le mets entre 3 et 4 ans. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 25 000 VM en VMware, hein. Et donc, on a quand même réussi déjà à basculer tout le hors-prod, une grande partie du hors-prod, on l'a basculé en OpenStack. Mais pour ça suppose qu'on soit sur des plateformes qui soient compatibles OpenStack. Donc, on a des migrations de socle legacy à faire. On va le faire. Et puis, on a un peu d'outillage aussi complémentaire à poker et à expérimenter. On va y arriver. Mais en fait, on a les idées assez claires sur ce qu'on veut faire, mais on sait que ça prendra du temps. Parce que c'est toujours pareil, hein, moi je prends ça sur la feuille de route, donc, avec mes moyens propres. Et évidemment, c'est toujours compliqué de prioriser ça par rapport à des ambitions métiers. Donc il faut que j'arrive chaque fois à en mettre suffisamment et à pouvoir trouver des trajectoires qui me permettent de le faire. VMware, c'est compliqué parce que ça ne parle pas du tout au métier. VMware, c'est vraiment un truc d'informaticien, hein, concrètement. Et donc, moi, je peux jouer que sur la fibre finance concernant VMware et dépendance vis-à-vis d'un éditeur américain qui, en plus, Broadcom, qui aujourd'hui a une attitude qui est juste pas possible vis-à-vis de nous. Donc, il n'y a que ça que je peux faire jouer. Mais j'ai une trajectoire sur le sujet. Concernant la suite collaborative, c'est encore un autre sujet sur lequel moi j'ai un centre de conviction. Tu le sais, on a déjà échangé à plusieurs reprises. Alors oui, je pense qu'il faut sortir de la suite collaborative Microsoft parce que, pour tout un tas de raisons, que ce soit en matière de protection des données, que ce soit en matière de pratiques commerciales, de comportement et de trajectoires sur lesquelles on n'est pas forcément en phase. Mais c'est compliqué, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a une addiction, tu l'as dit, très forte sur ces sujets-là. Et donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire du bricolage. Il faut qu'on trouve à minima une plateforme qui soit suffisamment satisfaisante pour servir les différents besoins de nos utilisateurs, qui, eux, sont très habitués. Hein. Et donc, pour ça, je pense qu'il faut se lancer dans une logique industrielle. Je vois que beaucoup d'initiatives, on en parle beaucoup, tout le monde en parle de ce sujet. Il y a les initiatives de l'État autour de la DINUM hein, qui commencent à tester un certain nombre de composants d'une suite collaborative. Il y a des initiatives aussi d'un certain nombre d'acteurs un peu éparpillés qui font des propositions. De mon point de vue, tout ça ne fonctionnera que si on met en place des partenariats, alors soit public-privé, soit monde industriel, grandes entreprises privées, ESN, hein, parce qu'il faut absolument qu'on ait derrière tout ce qui est indispensable au fonctionnement de ce type de logiciel, c'est-à-dire du support, de l'exploitation, du mode cloud ou du mode on-premise, de l'évolution, évidemment. Et ça ne peut pas être ni la DINUM, ni un petit acteur qui serait capable d'adresser des organisations comme les nôtres sans risque. Donc, il faut absolument, de mon point de vue, qu'un écosystème se monte autour de ça. Et pour ma part, à ma petite échelle, j'essaie d'œuvrer dans ce sens-là. Alors, échelle tout à fait significative, Jean-Baptiste, mais il y a quand même Alors, dans le chat, on a justement, une personne pose la question sur est-ce que tu t'es posé la question des usages et tu l'évoquais tout à l'heure dans la suite Microsoft. On va dire les usages sont pas, il y a des fonctionnalités importantes, mais les usages pas tellement. On est sur la règle du 80-20. Je pense que tu la partages. Justement, aujourd'hui, c'est une organisation comme la tienne se pose la question d'avoir le bon environnement de travail pour le bon usage et c'est une vraie opportunité pour le marché aussi. Oui. Et c'est là où tu es très à l'écoute et très en demande, notamment que ce soit côté ESN ou offreur de solutions. Oui. Je crois que le message que tu passes, c'est de se dire aujourd'hui que des organisations comme la tienne sont extrêmement à l'écoute du marché sur des solutions crédibles industrielles qui vont correspondre au bon coût pour le bon usage. Oui, parce que je pense que sur un plan des initiatives technologiques, il y en a beaucoup, elles fourmillent. Mais je n'ai pas encore quelqu'un qui me propose en effet une industrialisation de tout ça. Et donc, c'est ça qui me manque. Parce que nous, la première chose qu'on va se poser comme question, c'est quels sont les CLA, quelle est la disponibilité, Donc, actuellement, dans ma trajectoire, ce que je fais, c'est que j'ai commencé, par exemple, je suis en train de sortir 2 composants de la suite du monde Microsoft, qui sont Power BI et Power Apps, par exemple, qui sont, encore une fois, pendant le Covid, malheureusement, il nous a fait beaucoup de mal à ce niveau-là aussi. Les gens se sont jetés sur des Power Apps pour développer des petites applications jetables, etc. Et donc, je me retrouve avec un parc
monstrueux d'applications développer ça. Donc, j'ai voulu stopper ça. Parce que quand vous développez du code sur Power Apps, Microsoft, c'est du code qui ne vous appartient pas. C'est du code qui appartient à Microsoft. Donc, le jour où j'arrête ma collaboration avec Microsoft, je perds tout ce que j'ai développé sur Power Apps. Par exemple, on ne le sait pas forcément, mais c'est dangereux, ça. Donc, du coup, moi, j'ai tout de suite basculé sur une solution française qui s'appelle Convertigo, de manière à pouvoir récupérer ce patrimoine. Pareil pour Power BI, pour toute la partie DataVis. Aujourd'hui, se multiplient les tableaux de bord, etc., qui sont faits avec Power BI. Ça, c'est les premiers composants les plus dangereux sur lesquels je n'ai pas attendu que le monde se structure. C'est-à-dire que je suis parti. Le reste, la suite collaborative en tant que telle, pour moi, c'est plus compliqué et tout seul, je n'y arriverai pas. Ça, c'est un message important parce qu'on a beaucoup de. Et ta posture est très claire, c'est qu'aujourd'hui, tu as choisi des solutions. Alors, je crois que c'est Convertigo, tu l'as dit, et puis Digdash aussi. Donc, c'est des solutions qui sont françaises, que tu éprouves aujourd'hui, sur lesquelles tu es prêt à. Enfin, tes équipes en sont satisfaites. Et c'est aussi important de se dire qu'il y a des choses qui sont quand même d'ores et déjà actionnables sur des bouts de la chaîne de valeur et qu'il faut aussi valoriser. Enfin, je souligne souvent dans nos propos, on a. La tech française n'est pas toujours. Les DSI sont souvent assez méfiants par rapport aux solutions françaises et européennes. C'est quoi ta posture à toi en fait, en disant que ça peut être moins bien ou Non, moi je suis conscient du retard pris par la France sur un certain nombre de sujets et notamment sur tout ce qui est toute la logique industrielle autour du cloud, etc. Donc là-dessus, je ne vais pas faire de débat, mais je pense que c'est assez évident. En revanche, je pense qu'on a un certain nombre de pépites, mais notre grand défaut en France, c'est qu'on ne sait pas s'organiser. Et on ne sait pas travailler, on a beaucoup de mal à collaborer, à travailler ensemble. Je pense que si on mettait ensemble toutes les forces qui sont... Alors, je me doute bien qu'il y a des logiques commerciales et des intérêts qui sont... Je le comprends, mais comme dirait l'autre, comme dirait le général de Gaulle, c'est un peu l'appel à un moment donné qu'il faut lancer en disant, attendez, regardez où on en est, et regardez ce qui va se passer si on ne fait rien, si on continue à se tirer dans les pattes les uns les autres. Donc je pense qu'il y a une vraie compétence, expertise, maîtrise en France. Alors moi j'élargis à l'Europe, parce que je pense qu'il ne faut pas être trop franco-français sur ces sujets-là. Je vois bien par exemple ce qui se passe en Allemagne, sur le sujet de la suite collaborative par exemple. Tout ça, moi je suis ça avec intérêt parce que je pense qu'il y a un moment où il faudra quand même qu'on soit en capacité de pouvoir se lier avec nos partenaires européens. Mais non, moi je dénigre pas du tout ce que fait la France. Je déplore simplement qu'on ait des difficultés à faire travailler les gens ensemble et qu'on est beaucoup sur la norme, on est beaucoup sur la régulation, mais pas beaucoup sur l'action. Alors, un message quand même que je vois que tu partages concernant ta vision du rôle des ESN sur ces sujets-là, parce que on sait que le marché des ESN est extrêmement dépendant des acteurs dominants qu'on évoque. Qu'est-ce que tu attends, toi, des ESN, notamment autour de solutions, comme tu évoques, de Convertigo, Digdash, en tant que donneur d'ordre aujourd'hui, c'est quoi tes attentes? Je pense que les ESN sont aussi victimes, aussi victimes que nous du comportement des éditeurs auxquels on a affaire aujourd'hui, qui sont mondiaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je dois acheter du Microsoft ou du VMware, je n'achète ni du Sopra, ni du Capgemini, ni du Atos. Et donc, du coup, je fais moins de projets et donc leur chiffre d'affaires, forcément, il diminue. Donc, ils sont partie prenante aussi, donc il faut qu'ils se sentent concernés par le sujet. Ensuite, ce que j'attends d'eux, évidemment, ils ont un rôle d'intégrateur pour certains et je pense qu'ils ont leur carte à jouer dans un écosystème où on développerait, par exemple, une suite collaborative et ils ont complètement un rôle éminent à jouer et moi je compte sur eux parce que je n'ai pas l'intention moi de faire de l'intégration. C'est pas mon rôle, moi je ne suis pas intégrateur de suite collaborative. Mon rôle évidemment est un rôle d'utilisateur à ce niveau-là. Autant je développe des logiciels métiers, autant je ne développerai jamais une suite collaborative. Et donc il faut que les ESN se saisissent de ce sujet, qu'ils soient en capacité de prendre, peut-être pourquoi pas, de s'allier avec des acteurs petits ou moyens qui existent aujourd'hui et qui fourmillent sur le marché français ou le marché européen, de manière à proposer quelque chose qui soit cohérent et qui permette de satisfaire des grands comptes comme le mien ou même des grands comptes industriels. Donc, ils ont pleinement un rôle à jouer de mon point de vue. Et en arrivant à concilier le et en même temps. Est-ce que tu vois aujourd'hui, donc effectivement autour de ces solutions. On a une question de Mathieu qui demande si l'éclencheur du besoin de sortir une solution éditeur et le coût de la solution. Effectivement, on en a parlé. Est-ce que c'est pas l'usage, mais sur des solutions extrêmement technologiques comme VMware, on l'a vu, c'est pas simple nécessairement. Là, tu as un vrai sujet
de dimension techno. Enfin, là, la feuille de route est multiple. Ouais, tout à fait. Mais par contre, je pense qu'il faut quand même être en capacité de pouvoir justifier vis-à-vis, même si c'est des composants hyper technologiques, justifier vis-à-vis d'un COMEX des coûts et du ROI. Donc moi, je le fais. C'est-à-dire qu'en fait, si je regarde ces dernières années, tous les investissements que j'ai faits pour les sorties de dépendance, les projets que j'ai menés, le coût des licences, c'est quand même intéressant de pouvoir l'amener et pouvoir le défendre. Parce que moi, il faut que je les défende quand même, mes projets. Je n'arrive pas, je dépends quand même d'une entité qui fait ses propres choix et qui gère ses priorités. Donc, je dois rendre des comptes par rapport à ça. Bon, ce qui est quand même à partager vis-à-vis des gens qui nous équipent, c'est que, enfin, on a vu des fois, on peut avoir des utilisateurs qui sont assez réfractaires à du changement d'outils. Enfin, je crois qu'au sein de ta DSI, tu as quand même réussi à créer une vraie émulation autour de tes équipes pour justement porter ces sujets à bras le corps et une vraie fierté de porter ces projets. Et j'irai même plus loin, c'est un facteur d'attractivité. C'est-à-dire que moi, quand je recrute, par exemple, j'en fais une force, j'en fais un élément qui permet d'attirer les gens. Il y a des gens pour qui ce type de valeur est très importante. Alors il y a les valeurs sociales chez nous, mais il y a aussi ce type de valeur. Et du coup, c'est pour moi un levier d'attractivité. Mais on a parlé, on voit, tu as parlé du cloud tout à l'heure, tu as parlé de ces acteurs. Enfin, je pense qu'on a un vrai problème on a parlé des alternatives, mais on a un vrai problème de formation aussi autour de tes sujets. Parce que quand on parle d'expertise, de compétences, aujourd'hui, c'est plus facile d'aller chercher un expert à Amazon ou Google que peut-être OVH. Donc, est-ce que vis-à-vis de justement cette problématique de certification, d'employabilité aujourd'hui, est-ce que tu as un regard là-dessus, sur le sujet des compétences et de la formation? Alors, je te dirais que j'ai pas. Alors, il y a un accompagnement des équipes internes. C'est vrai que les équipes internes, il faut qu'elles suivent parce que ça va vite. Même dans le monde open source, il faut pouvoir. Et ça demande une certaine expertise, forcément, puisque on va un peu plus loin que quand on achète des bundles qui sont tout faits. Donc oui, il y a un sujet d'expertise, il y a un sujet de compétences, de formation. Alors, j'en ai pas parlé, mais moi, parallèlement à tout ça, moi, je mène une transformation organisationnelle très forte avec justement une entité de la DSI qui est chargée de l'évolution et de la gestion des compétences de mes acteurs, des acteurs, en fonction, et qui s'accorde avec la stratégie. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de former les gens pour les former, c'est vraiment de se dire la stratégie dans les 2 ans à venir, c'est ça. Donc, il faut que j'ai tant de people qui soient capables de pouvoir traiter et agir sur ces sujets-là. Et donc, il faut qu'on les accompagne et qu'on les forme. Après, en termes de recrutement à l'extérieur, écoute, non, moi, je n'ai pas. Alors, forcément, il y a toujours une concurrence entre les uns et les autres pour pouvoir recruter les meilleurs talents, mais pour autant, je n'ai pas noté que la vision technologique ou la trajectoire technologique était un frein par rapport à ça. Très bien. Donc c'est plutôt un atout, que ça ne soit pas un frein. Oui. On a toujours Oui, non. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même un vivier de compétences et d'expertise en France, à mon avis, qui est réel. Hein. Un mot sur, on a évoqué brièvement le sujet de l'IA tout à l'heure, mais justement, est-ce que l'IA générative aujourd'hui, pour toi, c'est un levier de plus de dépendance, c'est un levier de plus d'autonomie par rapport au sujet qu'on évoque, et l'automatisation et les champs du possible. C'était pas prévu dans la liste des questions. Hein. Déjà, la question, c'est l'IA en tant que telle. Quelle est la stratégie IA? Je reste sur un plan technologique, je ne vais pas rentrer dans les usages parce qu'on pourrait faire une émission totale sur le sujet, mais sur le plan de la plateforme technologique, évidemment, moi, ça va en toute logique, ça suit la stratégie que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on va être sur du souverain, on va être avec des LLM open source, on va être hébergé chez OVH pour le moment et voir dans le cloud Sécu prochainement, enfin voilà. Donc on est déjà sur le plan stratégique et technologique, on est sur les assets que j'ai évoqués tout au long de la séance. Ensuite, sur l'apport de l'IA sur nos projets, nos dépendances, etc., forcément, ça a un lien, parce que j'ai quand même évoqué beaucoup de sujets de migration, tu vois. Quand on dit, par exemple, je prends un exemple, je veux sortir de Citrix. Pour sortir de Citrix, il faut que je webise mes applications clients lourds. Pour sortir de mes applications clients lourds, il faut que j'industrialise la réécriture de code en Angular plutôt qu'en Eclipse RCP. Enfin bon, bref. Et ça, qu'est-ce que je dis aux ESN qui travaillent avec moi? Je leur dis, trouvez-moi des solutions, poquez-moi des solutions qui vont permettre d'industrialiser avec de l'IA
cette réécriture de code pour pouvoir sortir. Donc, quelque part, ça a un impact, voilà, mais pas que sur la dépendance. Globalement, l'IA a évidemment un impact. Je te parlais tout à l'heure de la multitude de tests de non-régression qu'on devait faire lorsqu'on faisait des changements de composants majeurs, type base de données. Ben, voilà, l'IA a un rôle éminent à jouer par rapport à ça. C'est pragmatique, c'est ma réponse, hein, mais voilà, c'est comme ça que à ce stade, que je le perçois. Non, mais bon, ma question était liée aussi par rapport à notamment au rôle des ESN de t'accompagner sur les sujets un peu transformants aussi, hein, enfin dans la perception que tu vois de l'appropriation de ces sujets-là à l'échelle de l'écosystème. Donc, intéressant voilà. Donc, très bien. Aujourd'hui, est-ce que tu as alors, on reste à l'écoute des questions que je relaye. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des conseils à donner aux organisations ou à des DSI ou qui n'auraient pas nécessairement ou pris le sujet à l'échelle ou se disent non, de toute façon, on a le fameux. Ça, tu connais, il n'y a pas d'alternative aux acteurs dominants. Hein, on ne peut pas opposer souveraineté et fiabilité. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as des messages toi, à passer Ouais, je ne te lancerai pas le joke de VMware partenaire de la souveraineté aussi, mais. Ouais. Oui. Alors, moi, je ne vais pas être présomptueux parce que je ne veux pas donner j'ai partiellement réussi quelque chose dans mon contexte. Après, chaque contexte est différent. Je sais que un des points très importants a été d'associer l'ensemble de l'organisation à cette stratégie et d'en faire une stratégie. C'est-à-dire pas de dire « Oh là là, c'est pas bien, on est dépendant, on va faire un coup ou un autre coup », c'est de dire c'est une stratégie de long terme. J'ai pas de baguette magique. On ne va pas sortir de tous les éditeurs comme ça. D'ailleurs, il y a des éditeurs sur lesquels on ne souhaite pas sortir parce qu'on a des relations qui sont bonnes, parce que ça se passe bien, parce que les données sont protégées, parce que les partenariats commerciaux sont bons. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je prône en disant je suis pas dogmatique par rapport à ça. Enfin, moi, je suis vraiment pas quelqu'un de dogmatique. Par contre, j'essaie plutôt de suivre des opportunités. Et donc, première chose, association. Moi, de mon DG, je l'ai emmené déjeuner avec des gens qui sont spécialistes de souveraineté, des gens que tu connais, Sylvain notamment, qui ont une vraie approche par rapport à ça, et pour éviter que ce soit moi qui porte toujours ces discours-là, parce qu'on peut dire ouais, le DSI est toujours là avec sa marotte là. Donc, il faut essayer d'associer aussi l'écosystème, faire prendre conscience. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était très important. C'est comme ça que j'ai monté un séminaire avec l'ensemble du COMEX aussi sur le sujet. Ensuite, évidemment, je pense que chaque DSI a ses particularités. Il y a des DSI qui sont plus make, des DSI qui sont plus buy. En ce qui nous concerne, c'est vrai qu'on est quand même une DSI de make. Donc nous, c'est dans notre ADN de faire, voilà, et donc de s'associer avec des ESN pour pouvoir faire ça et avoir des projets innovants sur ces sujets-là. Et ensuite, je dirais aussi, essayer de trouver des opportunités qui permettent d'apporter de la valeur métier au travers de ces projets-là. C'est-à-dire que si, de manière sèche, je dis, je sors de VMware, et je vais sur OpenStack ou je ne sais pas quoi, bah pour le métier, ça ne parle pas. En revanche, si je suis capable de dire, en sortant de VMware, je vais sur une stratégie cloud avec de l'OpenStack et ça permet d'apporter du time to market parce que je vais du coup développer des microservices ou je ne sais pas quoi et que je vais être dans une logique qui est complètement différente par rapport au développement que je fais vis-à-vis de mes utilisateurs. Voilà, le discours, il faut aussi le construire, il faut le marketer en fait. Hein. Oui, il y a bien un enjeu de transformation et d'innovation et de gain en agilité. Alors oui. Ça, c'est un autre sujet que tu avais évoqué en introduction, c'est que malgré tout, tu as retrouvé une marge de manœuvre, y compris budgétaire, là où c'était peut-être un peu plus compliqué sur certaines dépendances. Oui, oui, bien sûr. C'était un des objectifs. Hein. C'était un des objectifs. Maintenant, le problème, c'est que tu mises d'abord et que tu gagnes après. Donc, il faut qu'on accepte de te laisser miser. Très clair. J'ai Gilles qui te posait la question de savoir sur c'est quoi ta feuille de route pour la sortie de tes principales dépendances. Enfin, là, tu as parlé d'un timing tout à l'heure de des fois des plans de 3 à 5 ans côté VMware. Mais au global, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une feuille de route plus générique autour de ces dépendances tu avais parlé de Citrix aussi tout à l'heure. Citrix, je suis à horizon 2029 pour plus de Citrix. VMware, pareil. Plus 2029-2030. Microsoft, ça c'est de la grande question, mais ça va dépendre de ce qu'on me propose. Actuellement, je suis
plutôt sur des expérimentations et puis j'essaie de trouver des accords avec les uns les autres. Donc, je ne vais pas m'engager, mais pour le moment, j'ai renouvelé pour 3 ans. Donc, j'aimerais bien sortir dans 3 ans. J'ai ma trajectoire cloud privé aujourd'hui qui est lancée depuis un certain temps. Donc, il faut que je voudrais migrer un maximum d'applications vers ce cloud privé et ensuite le faire migrer vers le cloud communautaire qui est celui de la sécurité sociale, avec la sphère de confiance. Hein. Et donc, ça, c'est une trajectoire qui suit son cours. Alors, au gré, enfin, c'est un peu politique, hein, le cloud communautaire, c'est plus compliqué. Donc, voilà, il faut une gouvernance qui va bien. C'est ça qui est plus compliqué que les parties techniques. Donc là, on est lancé encore sur 3-4 ans, je pense, pour aller pour être en vitesse de croisière sur ce sujet-là. Après, j'ai la fameuse Data Fabric dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui me sort des dépendances IBM, TIBCO, Cognos, etc. Et là, c'est horizon fin 2027. Les premiers éléments seront décommissionnés dès 2026 et le gros d'IBM est plutôt fin 2027. Quoi, voilà. Donc on est sur une trajectoire à 1 an et demi. En tout cas, j'aurais un conseil qu'on peut partager sans hésiter, c'est que l'anticipation sur ces enjeux de renégociation de contrats et de fameux plan B, voire le plan A, aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on décrète dans les 6 mois qui viennent, quoi. Non, je pense qu'il faut viser évidemment les échéances, les contractuelles. Donc moi, c'est sûr que ça jalonne ma feuille de route. Hein, donc je connais, j'ai tous mes contrats en ligne de mire avec les renouvellements. Et donc, en fonction de ça, on regarde si c'est possible de le faire en un coup ou en 2 coups, dès lors qu'on a pris la décision de le faire. Et puis aussi, il y a quand même un sujet d'investissement, hein, et donc on ne peut pas tout mettre d'un coup sur ce sujet-là. Donc il faut qu'on sache équilibrer la feuille de route en même temps en servant les ambitions métiers, en assurant notre run, et puis derrière en ayant des projets d'innovation et d'investissement sur ces sujets-là. Alors, dernier point, puis on va arriver à l'issue de notre temps d'échange. Ça c'est un point que tu avais déjà développé, notamment le 13 et dans nos travaux, mais on entend beaucoup dire que le code des marchés publics n'est pas adapté à ces enjeux de dépendance technologique, de souveraineté. Je pense que ta position, c'est laquelle? Alors, on ne peut pas ostraciser un fournisseur dans un appel d'offres. C'est-à-dire, je ne peux pas dire je ne veux pas d'AWS ou je ne veux pas de Microsoft, ça c'est pas possible, ou je ne veux pas d'Américains, etc. En revanche, donc on peut très bien, dans un appel d'offres, il y a les exigences que l'on met, donc on peut mettre un certain nombre d'exigences, puis ensuite il y a ce qu'on appelle le RAO, c'est le rapport d'analyse des offres, avec un certain nombre de critères qui vont permettre de juger les offres. Et donc on publie ces critères au moment où on publie l'appel d'offres, de manière à ce que tout le monde soit conscient de ce sur quoi on va juger l'offre du soumissionnaire. Et donc, moi, j'ai aucune honte et aucun problème à mettre que, évidemment, je souhaite des données qui soient à ma vue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à ma vue? Ça veut dire que je puisse complètement maîtriser. Il n'y a que moi qui soit en capacité de dire si cette donnée, elle est vue ou pas par quelqu'un d'autre. Donc là, quelque part, c'est sur le sujet de protection des données de loi extraterritoriale. Je n'ai pas de problème non plus à donner un certain nombre d'éléments technologiques et techniques qui vont permettre en gros, d'analyser les offres sous un angle souveraineté. Après, voilà, il suffit de mettre les bons critères et donc derrière, j'ai une note finale qui va évidemment quelque part donner en tout cas une tendance par rapport à la souveraineté de la solution qui est proposée. Et donc, ça rentre en compte dans la notation finale de l'offre. Et puis, derrière, c'est pas la seule, mais c'est un des éléments. Et justement, par rapport les achats tech sont chez toi aujourd'hui, ou ils sont, la direction des achats, oui, c'est dans l'IT, d'accord. Ouais. Donc ils ont eu et regarde la sophistication et la complexité du marché aujourd'hui sur ces sujets-là. Je pense que partager les expériences, on voit qu'on est sur des sujets, notamment, il y a peu de souscriptions chez toi, mais est-ce qu'aujourd'hui la complexité de ces appels d'offres ou de ces consultations, vous arrivez à y faire face de manière Alors, moi, je pense que c'est toujours bon de partager sur ces sujets-là. Après, nous, on a 2 modes d'acquisition. Soit c'est les centrales d'achat, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des centrales d'achat qui, elles-mêmes, passent des marchés et référencent des fournisseurs. Et ensuite, nous, on s'adresse à ces centrales d'achat pour pouvoir acquérir des solutions tout en négociant avec le fournisseur d'origine. Et puis après, on a ce qu'on vient d'évoquer, les marchés publics, donc les appels d'offres, où là, on met
Bon, et là, je dirais, on est plein d'organisations, mais c'est plus orienté, pour le coup, c'est public ou organisations telles que les nôtres, hein, établissements publics, etc. Donc, ça concerne moins le monde privé qui fait plutôt des marchés de référencement. Mais bien entendu, je pense que ça a il y a un intérêt à partager sur ces sujets-là. Il y a une mutualisation des expériences d'achat. Mm. En tout cas, merci Jean-Baptiste. En fait, en quelques mots, hein, donc Jean-Baptiste a été avec l'URSSAF, l'ACNAM, Thales, Caisse des Dépôts, et EDF très impliqué dans le Doutank sur le premier cycle. On a voulu poser les bases d'une feuille de route d'une organisation. Là, on entame maintenant le cycle 2 du Doutank, qui est d'aller identifier les alternatives d'ores et déjà opérantes, déployer dans l'organisation. Alors, Jean-Baptiste en a déjà cité un certain nombre, Convertigo, qui est dans le Doutank 2, l'IDASH, qui est une entreprise aussi française tout à fait intéressante. Et il y en a beaucoup d'autres. Et là aussi, c'est important dans le storytelling général de montrer ce qui marche, la confiance que vous y avez développée autour de ça. Jean-Baptiste, un petit mot pour conclure, notamment de ce que tu as apporté ce Doutank ou des attentes que tu peux avoir sur la suite des événements. Écoute, je pense que c'est très important de partager ces sujets-là. Et moi, j'aime bien partager avec ce que j'appelle des doueurs, en fait, des gens qui font, parce qu'on lit énormément de choses sur ces sujets, donc il faut faire un peu le tri. Et rien ne vaut, je pense, l'expérience des uns et des autres. Donc moi, ce Doutank qui m'a énormément apporté personnellement aussi, et mes équipes, parce que j'avais associé des équipes de ma DSI au Doutank, ça nous a beaucoup apporté sur la manière dont sont traités, parce que moi, je vous ai donné une version, mais il y a sans doute 36 manières de traiter ces sujets-là. Et donc, j'ai vu d'autres expériences du monde privé, du monde public ou de la sécurité sociale. Et donc, ça, c'était top. J'ai pu aussi m'exprimer et donner des éléments qui, j'espère, ont pu profiter à certains. Mais on voit bien qu'il y a une vraie volonté de beaucoup d'acteurs et que je pense qu'on est tous... on peut gagner du temps si on partage les réflexions et les avancements des différentes expérimentations qu'on fait les uns les autres. Donc, tout ce type d'initiative, et je sais qu'Alliancy est très porté là-dessus et est un moteur par rapport à ces approches-là, toute initiative qui permet de nous faire gagner du temps aux uns aux autres, je pense qu'elle est bienvenue et je continuerai, si tu m'invites encore, à y participer et à essayer d'apporter ma pierre, ou en tout cas d'apprendre beaucoup des autres. Et je te remercie de ta contribution parce que tu fais partie d'une organisation qui est prête à documenter aussi ce qu'elle a fait. Et je pense que c'est important et puis de donner et de recevoir. Donc, merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. Alors, on a d'autres cycles d'échanges avec Bintou, bientôt l'ACNAM, avec Thales aussi. Donc, on communiquera sur les dates à venir. En tout cas, vous n'hésitez pas à envoyer vos commentaires aussi dans le chat pour remercier Jean-Baptiste. Ça fait toujours plaisir et merci de ta contribution et de ta confiance dans ces travaux. Et puis, on est tous là. On a beaucoup de travail devant nous par rapport à ces sujets de maîtrise des dépendances et beaucoup d'opportunités. Merci à toutes et tous et à très bientôt.